Je ne vais pas vous faire l'injure de présenter Louis Souter. Il nous est à tous familier dans ce musée qui possède la principale collection d'œuvres de Souter. Mais en même temps, Souter, je pense que vous en conviendrez, c'est peut-être l'artiste le plus indéfinissable, le plus inclassable de ce musée. Il est sujet à controverse, à discussion. On a à peu près chacun son Souter, un rapport personnel avec Souter. Et puisque j'ai le micro, je vais commencer sur un mode très intime, par vous dire quel est mon rapport, qui est lointain, qui est enfantin. Il faut toujours commencer par l'enfance. J'avais un père conservateur, catholique intégriste, Action française de droite, et une mère qui était aux antipodes. Donc j'avais le privilège d'avoir à domicile la guerre des sectes, la guerre des classes, la guerre des cultures. Et ça m'a rappelé une phrase que vous connaissez de Valéry qui dit « Il y a deux menaces qui pèsent sur notre monde, c'est l'ordre et le désordre ». Eh bien, ça pèse aussi sur l'histoire mondiale de notre âme, comme dit Kafka. C'était les deux instances que j'avais. Et classiquement, pour un garçon, fils de son père, j'ai commencé par l'ordre. J'aurais d'ailleurs pu mal tourner, justement. Je veux dire tourner à droite. Mais heureusement, ma mère a eu l'intelligence intuitive très tôt, très précocement, de me faire visiter, de me faire entendre une quantité de choses vraiment avant-gardistes. J'ai entendu Stravinsky, Karaski, elle me conduisait à des expositions, et c'est parmi mes souvenirs marquants, c'est Souter que j'avais, je ne sais plus si je l'avais vu à la Ville du Livre ou à la Galerie d'Aleton, mais ça m'a, en tout cas, les œuvres m'avaient fortement frappé. Et elles m'avaient frappé justement pour leur côté, je n'ai pas peur du mot, destructeur. Pour moi, tout cela, Stravinsky, Louis Armstrong, etc., c'était l'effondrement de toute cette architecture. Donc, ça m'amène à une conclusion déjà théorique, à savoir, bien que je sois de formation marxiste, mon mode d'analyse soit en général la méthode marxiste, je ne m'accommode pas de l'idée que l'art puisse être une superstructure, comme ça, à la périphérie de la connaissance, surdéterminée par les vrais fondements. Je pense, et je pense aussi que vous en conviendrez, que l'art, il est à la source, il est au fondement, il formate nos neurones. Très tôt, c'est d'où la reconnaissance que j'ai pour ma mère, je pense que c'est un bon conseil pédagogique, à savoir très tôt, c'est des choses qu'on enregistre, même si sur le moment ça ne nous marque pas beaucoup, mais ces émotions artistiques nous construisent. Donc c'est bien le sentiment que j'ai eu de l'importance de l'art à la source comme un des fondements de tout notre être, que ce soit à l'échelle sociale. Dans l'histoire, on peut constater, il suffit d'avoir un peu de connaissance d'histoire de l'art pour constater que les réalités historiques se sont toujours répercutées dans l'art avant de se produire dans la réalité. Les statues grecques ont célébré le corps humain des siècles avant que l'humanisme fleurisse, etc. La Révolution française a eu lieu dans une peinture de David avant de se produire à la salle du jeu de paume. Bref, l'art est non seulement préfigurateur, mais formateur et constructif. Donc tel est, en tout cas, le sentiment que j'ai et qui me relie, pour ce qui me concerne personnellement, à l'importance que peut avoir une œuvre comme celle de Souter. Alors,
cela dit, avec Souter, je tombais d'autant mieux que je parlais de cassure par rapport à l'édifice paternel, de brisure, d'effondrement jubilatoire. Eh bien, on peut avoir au fond parce que Souter, effectivement, s'il y a une singularité qui le caractérise, je crois que je ne trouverai pas de comparaison dans l'histoire de l'art d'un artiste qui, à l'apothéose de sa vie, c'est-à-dire à 30 ans à peu près, a bifurqué totalement, a passé par une rupture totale. À 30 ans, il était à Colorado Springs, il avait son talent, sa formation d'artiste, et aussi de virtuose en musique, en violon. Il était fortuné, il avait épousé une femme belle et riche. Son beau-père avait fait fortune dans le commerce des moutons à Colorado Springs, etc. Il avait tout, et il était au seuil de prendre la direction du centre d'art de Colorado Springs, qui d'ailleurs effectivement a connu encore une grande audience. Donc il avait tout pour accomplir une carrière qu'on peut se considérer socialement et conventionnellement comme réussie. Or, là, tout d'un coup, il a tout quitté et il est revenu, enfin, ça, vous connaissez sa vie. Comment il a tout quitté? Est-ce qu'il a tout largué, comme on dit, ou est-ce qu'il a été largué de tout? On peut avoir vraiment deux interprétations antinomiques de cette cassure. Hein. On peut l'attribuer à une option, on peut avoir une hypothèse existentialiste. Hein. Il aurait tout d'un coup pris conscience que là n'était pas le sens de la vie, rompre, ou l'inverse, à savoir, il aurait été victime, effectivement, profitant d'un séjour qu'il avait fait, il était revenu en Suisse. Sa femme a demandé le divorce, l'a obtenu, et curieusement, ensuite, s'est inscrite à l'état civil comme veuve de Louis Souter, alors qu'elle était divorcée. Donc, est-ce qu'il a été éconduit ou est-ce qu'il a été l'instigateur ou la victime de cette rupture? Là, on peut vraiment trouver les deux explications. L'explication sartréenne existentialiste, ça serait celle du choix. L'explication inverse, ça serait effectivement celle d'un déterminisme du malheur qui aurait condamné à revenir en Suisse, à mener une vie quasiment de clochard, à être ensuite prématurément interné dans cet hospice pour indigents et pour vieillards. On peut l'expliquer ainsi. De surcroît, il y a cette question très importante dans son cas d'un effondrement mental, enfin effondrement, il faut mettre des guillemets, parce qu'on peut justement s'interroger sur cette mutation psychique subite, tout aussi subite que son retour en Suisse. La première explication, puisque de maladie mentale il pouvait être question, ça a été l'explication par le typhus. C'était encore l'époque où d'être malade mental, ça avait quelque chose d'infamant, de sorte qu'on a commencé par inventer, sans aucune base de diagnostic médical, cette explication par le typhus. Ensuite, il y a eu une explication, effectivement, de maladie mentale, de schizophrénie. C'est un terme qui commençait après Bleuler, la psychiatrie suisse, à apparaître. Il y a eu cette explication par la maladie mentale. Et cette explication, elle a été avancée d'abord par le docteur Alfred Bader, qui a joué un grand rôle dans la vie culturelle vaudoise et suisse. Et c'est intéressant de s'y arrêter à ce rapport avec Bader, parce que Bader, lui, à l'époque, a été formé très conventionnellement à la psychiatrie, et en particulier dans ce domaine des rapports de la psychiatrie et de la folie et de l'art, par l'explication
la plus conventionnelle, à savoir les psychiatres ont commencé à s'intéresser aux productions de malades mentaux à titre diagnostique. Ça pouvait même leur servir parfois de pièces tangibles pour justifier leur internement. Parce que souvent, devant un tribunal, c'est pas facile de le justifier, tandis qu'une œuvre, enfin une production, je veux dire, peut être beaucoup plus tangible. C'est une pièce physique. De sorte que le docteur Bader a commencé par s'intéresser à Souter comme un cas typique sur lequel on pouvait poser un diagnostic de schizophrénie. À savoir, ce diagnostic, eh bien, il reposait sur une idée assez académique que est malade tout ce qui déroge au mode de figuration conventionnel, normé, etc. C'est-à-dire absence de perspective, absence de modelé, déformation anatomique, géométrisation, ça c'est plutôt schizo, ou au contraire des déformations de la réalité paranoïaque, etc. Pour chaque trait stylistique, chaque trait stylistique pouvait conduire à une forme homologuée de maladie mentale. Telle a été la première explication par le docteur Bader de la peinture des productions de Louis Souter. Le docteur Bader, d'ailleurs, avait commencé, j'ai noté le titre d'un de ses premiers articles, c'est, il faut que je le retrouve, de l'aspect schizoïde d'un certain art contemporain. Donc la maladie mentale présentait les mêmes traits que l'art contemporain et des spéculations gratuites. Donc telle était la première explication. Et ce qui s'est passé chez le docteur Bader est très significatif, c'est-à-dire que, étant cultivé, ayant un rapport de familiarité avec l'art contemporain, un malade mental qui appelait des soins, qui devait, que dans le meilleur des cas, on devait amener à la normalité et à la guérison, eh bien, il s'est avisé que c'était au contraire, à l'inverse, que c'était un apport positif. Il y a eu de sa part, au contact de Louis Souter, une évolution de ses conceptions psychiatriques. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il est représentatif d'un phénomène général. Moi, de par ma fonction de conservateur du musée de l'art brut, j'ai eu le privilège d'avoir des contacts et des conversations passionnantes avec pas mal de psychiatres, avec Hans Steck à propos d'Aloïse, avec Andréoli à propos de Carlo, avec Requet à propos de Fusco. Enfin, chacun de ces psychiatres était dans le même cas que Bader, avait commencé par s'intéresser à la production de malades mentaux à titre diagnostique comme des symptômes de maladie mentale. Ils avaient fini par être intrigués et ébranlés par l'inventivité de ces malades mentaux. Je le répète, leur premier propos qui était de les guérir et de les normaliser, eh ben, ils auraient fini par être très embêtés que Wölfli, que Aloïse guérissent, qu'elles sortent de l'hôpital, qu'ils se marient, qu'ils aient beaucoup d'enfants, une profession, etc. Et que l'inventivité se tarisse. Donc il y a eu quelque chose chez tous ces psychiatres comme un passage du registre nosologique, du registre maladif, à un registre artistique. De sorte que c'est ce que j'ai pu constater, c'est une relation thérapeutique dans chaque cas.
Steck, Aloïse, etc., je le répète, dans chaque cas, une relation thérapeutique, mais à l'inverse. Le soignant et le soigné n'étaient pas ceux que l'on croit, c'est plutôt des psychiatres qui ont reçu de personnalités inventives, anticonformistes, en rupture avec les normes et avec un apport, avec des anomalies enrichissantes, eh bien, ça les a amenés à réviser leur conception psychiatrique. Et je pense, c'est cela qu'il faut revoir, n'est-ce pas, d'envisager l'apport de ces artistes dont je parle à l'antipsychiatrie, c'est-à-dire, le terme est peut-être mal choisi, mais je veux dire à la révolution psychiatrique qui a eu lieu. On leur doit beaucoup à ces artistes, et encore une fois, cette relation, quand on dit psychanalyse de l'art, le de, on croit que c'est l'art qui est sujet d'une psychanalyse, il faut renverser le de, hein. Le de, il veut dire les deux choses. Hein. Si je dis la peur des souris, est-ce que c'est les souris qui ont peur du chat, ou est-ce que c'est moi qui ai peur des souris? Le de peut renverser. Psychanalyse de l'art, il faut effectivement, psychopathologie de l'art, il faut effectivement renverser le sens de ce de et considérer l'apport positif et dans un sens régénérateur de ces artistes qui sont aussi peu maladifs que l'on croit. Quand on avance cela, les psychiatres que j'ai cités, il y en a beaucoup qui sont, la psychiatrie suisse illustrée dans cette conversion et dans cette ouverture à l'art, je ne sais trop pour quelle raison, mais ça reste à analyser. Et en contre-coup, il faut prendre en considération le partage des eaux qu'il y a eu à ce propos, à savoir, j'ai parlé de l'association de l'art des fous avec l'art contemporain dans toutes ces spéculations bizarres. On y a mis aussi d'autres catégories, comme les arts primitifs, considérés à cette époque comme produits par des sociétés inférieures. J'ai relevé aussi le titre d'un des premiers articles du professeur Hans Steck, qui s'est occupé d'Aloïse, la mentalité primitive et la pensée magique des schizophrènes. Donc schizophrène, c'était une association avec les primitifs, censés être des sociétés inférieures qu'il fallait acheminer à la civilisation, etc. Il y avait encore tous ces principes. Eh bien, on a finalement, de fil en aiguille, mis dans cette catégorie des productions déviantes, on a mis aussi celle des bolcheviks, puisqu'il y avait le suprématisme, celle des juifs, celle des homosexuels, celle enfin de toutes les populations discriminées, déviantes, et ça a pu conduire, c'est pour ça que je parle de partage des eaux, si ça a pu conduire dans une direction très positive, notamment dans la psychiatrie suisse, ça peut conduire aussi à l'inverse, tout à l'inverse, aux théories de Schulze-Naumburg, c'est-à-dire le conseiller artistique d'Adolf Hitler, qui a été un des concepteurs avec Goebbels de Entartete Kunst, n'est-ce pas? Toutes ces déviations de production ont été considérées comme des perversions qu'on devait soigner ou dont on devait se défendre, qu'on devait réprimer. Donc on a vraiment eu deux directions totalement différentes. Cela, je n'ai pas fini finalement de parler de Bader et de Souter, parce que Souter a contribué à sa manière, lui qu'on considérait comme malade mental, il a été un des facteurs de cette conversion. Donc ça montre à quel point la nature de l'œuvre d'art est tributaire de la réception, puisque je viens de citer ces deux voies des mêmes productions déviantes qu'on a pu considérer comme maladives, perverses et à détruire, ou au contraire à célébrer, et dont on peut tirer un grand parti. Et il m'est revenu
Une anecdote dans mes recherches sur Louis Souter qui m'a paru significative. C'était dans les années 70, en plein travail d'inventaire, de constitution du catalogue des œuvres de Souter, et j'ai reçu un téléphone de celui qui avait été mon prof de latin à l'université, qui s'appelait Jean Béranger. Il était donc âgé en 70, et il m'a dit j'ai appris que vous travaillez sur Souter. Or, il se trouve que moi, quand j'étais petit, j'ai reçu mes parents ont engagé Louis Souter pour me donner des cours de violon. Et même, il a apporté à mes parents des dessins qu'il a dédicacés, etc. Je ne sais pas, Mathilde dit que ces dessins sont devenus. Mais enfin, alors moi, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec lui pour aller le voir. Puis dans l'intervalle, j'ai retrouvé des dessins avec la dédicace aux parents de Béranger. Donc, je lui ai apporté les photographies de ces dessins et il m'a tout de suite dit non, il y a erreur. Moi, les dessins dont je parle, c'était des dessins de fous, c'était des dessins horribles, angoissants, etc. C'était pas du tout ces dessins magnifiques, harmonieux, etc. Puis je lui ai montré le verso et il a dû reconnaître que c'était bien les dessins qu'il avait vus quand il était adolescent. Donc il a dû se rendre compte que les dessins n'avaient pas changé, c'est son œil qui avait changé. Et donc, chez la même personne, dans son évolution d'ado à adulte, on évolue peut-être beaucoup, peut-être il y a aussi l'évolution, il y a eu entre-temps l'apparition du cubisme, etc., qui l'ont peut-être familiarisé avec des formes qui avaient commencé par lui faire peur. Enfin, bref, cela pour dire à quel point ces qualifications de l'art sont déterminées par le regard qu'on leur porte. Bon, on serait tenté de faire le renversement d'André Breton. Est-ce que ce sont les regardeurs qui font les tableaux? Est-ce que ce sont les auteurs ou les regardeurs? Les deux formules sont aussi simplistes l'une que l'autre. Sur ce sujet, je préfère l'image, la métaphore que donne Paul Valéry, encore lui, sur la nature d'une œuvre d'art. Il compare cela à la couleur d'un objet. Si on y réfléchit bien, physiquement, la couleur d'un objet, au fond, est faite des rayons qu'au lieu d'absorber, il réfléchit. Un objet noir, ça veut dire qu'il absorbe tous les rayons lumineux. Un citron absorbe tous les rayons, sauf les rayons jaunes. C'est ce qui refuse, au fond. C'est paradoxal, la couleur qu'on a, c'est celle qu'on réfléchit. Et c'est peut-être là le sens de la métaphore de Valéry, n'est-ce pas, c'est que dans une certaine mesure, l'œuvre nous réfléchit, notre propre regard, établit une relation, et que finalement le jaune, il a lieu, non pas dans le citron, mais peut-être plutôt dans notre rétine, ou en tout cas dans cette relation-là. Et je pense que c'est peut-être on approche davantage de la complexité de cette relation avec l'art qu'on peut avoir. Une autre métaphore que je trouve très édifiante sur cette relation-là de l'auteur et du regardeur, ou de l'œuvre d'art et du regard, c'est celle que donne Freud dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse. J'ai relevé ce qu'il dit, la métaphore qu'il prend. « Jetons par terre un cristal, il se brisera. Mais pas n'importe comment, il se brisera en suivant ses lignes de clivage. La délimitation des débris révélera la structure du cristal auparavant invisible. Cette structure fêlée est aussi celle des malades mentaux qui, pour cette raison, inspiraient jadis une crainte respectueuse. Ces malades se sont détournés de la réalité extérieure et c'est pourquoi, justement, ils en savent plus long que nous sur la réalité intérieure. Ils peuvent nous révéler certaines choses qui, sans eux, seraient restées impénétrables. » Voilà la métaphore de
Freud, qui au fond nous dit qu'effectivement, casser un cristal, c'est, du point de vue utilitaire, c'est regrettable, mais en même temps, du point de vue cognitif, casser le cristal par sa fêlure va nous révéler toute une des structures qui restaient transparentes, c'est-à-dire invisibles, et c'est peut-être cela la fonction de l'art, c'est que les artistes sont des fêlés dans une certaine mesure, mais d'une fêlure très significative qui souvent est en consonance avec non seulement leur réalité intérieure, mais encore une fois avec l'histoire mondiale de leur âme, c'est-à-dire avec l'histoire. Et on peut là aussi épiloguer à propos de Souter sur la consonance que cette brisure dont je parle, cette fêlure qui l'a fait bifurquer dans la vie, elle est au diapason de l'histoire mondiale, parce que c'est vraiment l'époque, dans les années 1910-1920, surréalisme, etc. C'est l'époque d'une grande fracture historique, et peut-être que dans ce qui, a priori, pouvait être une maladie, elle était tellement au diapason de ce qui était un traumatisme mondial que ça a acheminé Souter au génie plutôt que de le conduire simplement dans un effondrement total. Quant à cette fêlure, on peut aussi se référer à un autre psychanalyste, élève de Freud, c'est-à-dire Adler, qui s'intéresse au même phénomène ambigu de ce qui peut être considéré comme un désastre et qui a une grande valeur cognitive dans un livre qui s'intitule « La compensation psychique de l'état d'infériorité des organes ». Et la thèse de Adler, c'est que chez beaucoup d'artistes, peut-être chez tous, à la source de leur créativité, il y a justement quelque chose comme une déficience, une sorte de handicap, une anomalie qui se trouve, que celui qui en est affecté réussit à investir comme une ouverture privilégiée sur des réalités cachées. Donc tout son développement va dans ce sens. Il lui vient effectivement à l'esprit, Beethoven et sa surdité, Toulouse-Lautrec et son anisme, qui l'amène justement à célébrer la danse, et des choses comme cela. Et Souter, précisément, dont on peut par exemple citer la cécité dont il était affecté en 1935, Souter, qui, dans cette époque maniériste, faisait des dessins d'une texture très minutieuse, presque microscopique, assez subitement, tout est subit chez lui, il a été affecté d'une sclérose de la choroïde, j'ai pu voir son dossier ophtalmologique, une sclérose de la choroïde qui l'a rendu aveugle d'un œil, et l'autre œil, il ne voyait plus qu'à 3%. Voilà exactement l'illustration des théories de Adler, à savoir ce qui eût été un handicap, une infirmité rédhibitoire pour un artiste. Chez Souter, ça a été presque une opportunité de bifurquer dans sa manière et de passer à ses dessins au doigt et d'accéder à une forme de symbolisme, de mythologie noire, etc., qu'il a su exploiter et qu'il a fait changer complètement. Je viens même d'apprendre... quelqu'un est venu me dire, mes parents qui connaissaient Louis Souter, etc., ont appris que quand il était à Balègue, à cet asile pour indigents, ces lunettes que l'ophtalmologue lui avait prescrit pour au moins utiliser ses 3/10 de l'œil gauche, quelqu'un les avait, c'était cassé, quelqu'un les avait écrasées, et dans son asile, on s'est bien gardé de lui racheter des lunettes, parce qu'ils se sont dit, s'il n'a plus de lunettes, il va cesser de faire ses saletés, de salir avec l'encre, etc. Donc on ne lui a pas racheté de lunettes. Donc il a fait avec,
Et ça a aggravé encore cette cécité providentielle qui l'a amené peut-être à plus de symbolisme encore. Bref, ce qu'on peut dire, je ne vais pas allonger trop longtemps, mais il y a une capacité, je parle de cette cécité de Louis Souter, on pourrait, dans toute sa biographie, noter à quel point tous ces malheurs qui lui sont arrivés, qu'on aurait pu interpréter d'un point de vue pathétique. Souvent, on aime bien l'idée de l'artiste qui souffre, de l'artiste victime, les vies pathétiques, l'oreille coupée de Van Gogh, qui d'ailleurs aussi, avec le lobe de l'oreille, on en a fait toute une histoire. Eh bien, c'est un peu une sorte de pathos assez douteux, n'est-ce pas ? Je crois qu'on développe cela dans l'idée que moi, je ne suis pas créateur, je n'ai pas d'œuvre géniale, mais je suis bien dans ma peau. Donc c'est justice que celui qui est créateur et qui a cette chance de devenir artiste, il le paye par la souffrance, etc. Il y a une justice, mais je crois qu'on se trompe beaucoup et j'imagine qu'il y a chez des artistes tels que Louis Souter, il y a eu une sorte de jubilation et de jouissance mentale à développer une œuvre telle qu'il l'a développée. Mais quoi qu'il en soit, sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que à chaque malheur qui lui est arrivé, Souter en a tiré un parti, d'être déjà à la source, évincé de cette carrière réussie, ça l'a acheminé à recommencer sa vie, d'être largué par sa femme, ça l'a peut-être acheminé à suppléer par l'imaginaire et à lancer davantage sa créativité, d'être quasiment enfermé dans un état de quasiment de séquestration à l'hôpital, à la pension pour indigents. La séquestration est propice au délire, au fantasme et à une certaine créativité. Bref, quand on recense tous ces événements qui lui sont arrivés, eh bien, on constate cette faculté d'en tirer parti, de conversion. Et on dirait même que, même quand ces malheurs ne lui sont pas infligés, eh bien, Souter multiplie paradoxalement quelque chose comme des obstacles. Par exemple, lui qui est droitier, eh bien, s'est mis à faire la moitié de son travail de la main gauche. Non seulement dans les cahiers où la page de droite, il l'a dessiné de la main droite et la main gauche, mais toutes les personnes qui ont vu Louis Souter et que j'ai interrogé étaient étonnées par le fait que dans le cours même d'un dessin, il utilisait la main gauche. Ce qui est la main gauche, c'est celle qui désobéit à la volonté consciente et qui est plutôt branchée sur les impulsions corporelles et qui apporte quelque chose qui n'a pas été voulu. Et tout se passe comme si Souter cultivait tout ce qui entravait la conscience, la délibération. Ce qui est conscient, ce qui est délibéré, c'est toujours le déjà vu, déjà dit, déjà pensé, et tout ce qui peut contrecarrer ce déjà vu, tout ce qui peut y faire obstacle, ça peut être une ressource inventive, et on dirait que Souter les a multipliés, à commencer par ces longues marches exténuantes, il le disait lui-même, il voulait arriver jusqu'à ce que ça lui procure des visions puissantes. Ces démarches, il a jusque dans le Haut-Valais, et pour lui, on le sait, les sportifs de haut niveau le savent, à un certain seuil d'effort et de continuité, d'heures d'effort, eh bien, il y a une décharge d'endomorphine, ça a été analysé, etc. Et probablement que Souter a intuitivement perçu qu'il pouvait arriver à cet état qui est finalement ces morphines sécrétées par le cerveau. Les médecins disent qu'elles sont même plus fortes, plus puissantes
que toutes les drogues de synthèse qu'on peut trouver. Donc il y a là, de la part de Souter, quelque chose comme des stratégies pour se surprendre lui-même. Et je crois que quand on analyse ses œuvres, on s'aperçoit qu'à chaque seuil d'accomplissement, eh bien, il bifurque, il le regarde autrement. Et c'est peut-être ça, l'effet de la drogue aussi, c'est de concentrer l'attention, de réduire un champ de conscience et de l'intensifier sur un détail qui tout d'un coup entraîne un détour de l'expression, et c'est ces détours qu'il cherchait. Je pense qu'il n'a fait que des œuvres inachevées, et des œuvres qui, en même temps, parce qu'elles sont inachevées, appellent de notre part un engagement, comme s'il était de notre ressort de les continuer. C'est complexe, je crois. Un artiste, il est en même temps auteur et regardeur de son œuvre. Je est un autre, l'autre, c'est le regardeur qui vient évaluer ce qui s'est fait sous la plume. Mais je est un autre, l'autre, finalement, par glissement, on peut renverser la formule. L'autre devient je, à savoir l'autre, c'est nous, en tant que regardeurs, qui, par empathie, poursuivons le travail de fantasmatisation du dessin. Il y a là, je crois, particulièrement chez Souter, quelque chose comme une implication, un appel à l'empathie, où l'œuvre n'est jamais terminée et où on est mis en fait dans la responsabilité de son sens. Donc, je reviens à ce que je disais au début, ce sont des œuvres qui nous impliquent, qui, si familières nous soient-elles, nous engagent personnellement, intimement. Et c'est ce que j'avais perçu déjà à l'origine dans mon enfance. Voilà, je ne veux pas allonger trop et laisser la place, je pense, si vous avez des remarques, des objections, je l'espère. Quelle serait votre définition d'un artiste brut actuellement? Et en existe-t-il encore? L'art brut, ça a quelque chose d'historique. C'est sûr que les sources de l'art brut, à l'époque, c'était l'hôpital psychiatrique, le spiritisme, certaines mises à l'écart sociales, etc. Les temps ont changé, et c'est sûr que ces sources se sont taries. Alors, l'art brut, aujourd'hui, je pense qu'on aurait tort de partir d'une définition de l'art brut dogmatique et de se demander secondairement qui aujourd'hui obéirait à cette définition. Je pense qu'il faut faire comme Dubuffet l'avait fait à l'époque, à savoir faire un état des lieux, laisser émerger ce qui nous paraît être le plus en infraction par rapport à nos normes. Moi, personnellement, mais c'est des propositions, vous voyez, d'avoir une définition de l'art brut qui soit empirique, qui soit consécutive aux investigations que l'on peut faire et aux états des lieux. Moi, je prendrais, même si ça paraît un peu simple, comme critère, quelles sont les expressions aujourd'hui illégitimes, qui, au lieu de faire l'objet de ces spéculations crapuleuses de l'art aujourd'hui, au lieu de faire l'objet de ces spéculations, quelles sont les œuvres qui, au contraire, comme l'art brut jadis, font l'objet d'une mise à l'écart et même d'une pénalisation. Pour ce qui me concerne, c'est vite vu, les graffitis. Il y a pour moi une exubérance du lettrage et des choses comme cela de la part d'ados qui payent de leur personne et qui souvent payent très cher encore des amendes de police. Les ZAD, à savoir pour moi une des grandes émotions esthétiques que j'ai éprouvées ces dernières années, c'est la visite de la ZAD du Mormon. C'était 2 jours avant que la conseillère d'État verte, Béatrice Métraud, ordonne sa destruction.
des ateliers participatifs aujourd'hui d'un nouveau style et qui se développe en Suisse, comme par hasard, des ateliers participatifs pour handicapés, mais sous une forme non pas d'art-thérapie, mais véritablement d'échange. On prend conscience de ce que certaines déviances, et souvent des déficiences neurologiques ou physiologiques, etc., peuvent produire des formes, des figurations qui nous intéressent directement, qui nous enrichissent. C'est un échange. Donc, au contraire de l'art-thérapie qui est paternaliste, enfin, on soigne, soi-disant, par ce qu'on entend par l'art, c'est ni thérapeutique ni artistique. Non, ces ateliers participatifs, au contraire, sont une source de découvertes fantastiques. Ben voilà, je cite là des productions aujourd'hui qui sont toutes les trois l'objet de pénalisation sociale et qui me semble nous acheminer à une nouvelle forme d'art brut. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Catherine ? Voilà, c'était très, très émouvant et intéressant de suivre le fil de ta relation à Souterre, qui a commencé si tôt finalement. Tu dirais que comment est-ce que ton regard sur Souterre ou le regard de Souterre sur toi a évolué au cours de ces années, parce que maintenant c'est un compagnonnage de plusieurs dizaines d'années. Est-ce que les émotions que tu ressens, est-ce que ce qu'il t'apporte, est-ce que le regard que tu portes sur lui, qui en quelque sorte, dans ce que tu viens de dire, pourrait être considéré comme avoir été désactivé, parce que Souterre désormais c'est un art légitime, hein, récupéré par le marché, etc. Est-ce que toi tu le regardes comment aujourd'hui ? Moi, je fais le chemin à l'envers. Hein. Je vois que Souterre, dans la jeunesse de ses dessins, est souvent parti, un peu comme Picasso, comme ça, hardiment, par des formes aléatoires. Ensuite, qu'il a dessiné telle ou telle composition et dans cette volonté de bifurquer, de casser tout ce qui pourrait être un accomplissement, quelque chose comme une harmonie et finalement une sérénité abétissante, il casse chaque fois les choses. Donc c'est ces stratifications qui sont interminables et que moi, au fur et à mesure que le temps passe, je remonte avec la familiarité que je peux avoir, je remonte comme ça aux couches les plus... je fais l'histoire de ces dessins à l'envers et elle continue à être enrichissante. La familiarité qu'on peut avoir avec une œuvre. Mais vous devez le savoir, c'est assez étrange que des fois on accroche un tableau à son mur, puis qu'on n'arrive pas à s'en séparer. On se dit, j'ai d'autres tableaux en réserve, etc., je vais les changer, etc. Un tableau, on peut l'avoir à son mur une vie entière, parce que on peut remonter jusqu'à faire une anamnèse. Et l'anamnèse, remonter au passé, ça ne veut pas dire régresser, ça veut dire remonter à des potentialités qui ont passé trop vite. Hein. C'est un petit peu comme au lieu d'aller en TGV, de traverser la France ou de traverser par l'autoroute, quand par bonheur il y a des manifestations et qu'on doit prendre des chemins de traverse et retraverser la France profonde, eh ben c'est merveilleux de redécouvrir les vieilles routes et les choses comme ça. Eh bien, dans l'art, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire de remonter à la source, de refaire l'œuvre à l'envers. Ça nous achemine à des découvertes et à activer ce qui n'était resté que virtuel. Voilà, grosso modo, c'est peut-être un peu théorique ce que je dis, mais... voilà, on a chacun ses névroses. Moi j'ai une névrose théorique. Le rapport de Louis Souterre à la musique. Vous me donnez 2 heures et je peux développer. C'est quelque chose de fantastique. C'est quand même. Il était virtuose. Il était premier violon à ce qui était l'embryon de l'orchestre de la Suisse romande. Ansermet l'avait engagé, etc. Il a été familier d'Isaïe. Isaïe l'emmenait. Bon, bref. Et les témoignages que j'ai eus
sont étranges. Les uns disaient, mais il est resté, c'est un virtuose. D'autres disaient, mais il raclait, qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a qui disaient, il improvise donc pendant des heures, il nous casse les oreilles, puis c'est bizarre les sons qu'il fait. Moi, pour le dire en 10 secondes, à mon avis, lui, il a une culture pianistique, sa famille ils avaient 2 pianos à la maison, il recevait Stravinsky, enfin, tous les grands pianistes qui passaient par là, à Morges à l'époque. Eh bien, culture pianistique, virtuosité violon, rapport piano-violon, ça, il faudrait entrer dans des considérations. Il y a un mauvais rapport entre les pianistes et les violonistes, parce que les pianistes ont un instrument tempéré, tandis que les violonistes ont une gamme naturelle. Il y a des dissonances entre les deux. Et ces dissonances, c'est une fêlure dans notre système musical que, à mon avis, c'est mon hypothèse, mais j'ai pas entendu Souter, mais d'après les témoignages que j'ai, il a dû, au violon, cultiver quelque chose comme une sorte de dissonance fondamentale dont on ne s'avise pas dans notre culture musicale, parce que cette gamme tempérée, magouillé par Jean-Sébastien Bach et par Rameau. Magouillé, oui, la gamme tempérée, c'est des demi-tons calculés géométriquement, etc. Tout comme la perspective a été calculée mensurablement, c'est des logiques du capitalisme, ça, je reviens à mon marxisme. Eh bien, Souter a perçu cela. Et au violon, je pense que s'il offensait tellement les oreilles, c'est parce qu'il jouait sur ces dissonances constitutives de notre culture musicale. Mais c'est compliqué. Voilà. Merci.